Bonjour les amis, comment allez-vous? La dernière fois, on s'est arrêté à la page 135. Alors, on continue la lecture. Il contempla le bracelet, l'air ému. Tu as raison, il est parfait. L'étreignit avec ardeur, puis il prit le visage entre les mains. Sois fort, et là-bas, tu verras sans doute les choses affreuses. Ne les laisse pas te rentrer dans la tête. Tu me le promets? Hector se tenait sur le pont du Pilar à côté d'Ernest. Il fallait vers le nord en contournant l'Anquet. C'est du meurtre, Hector. Rends-toi compte, H.O.M. n'avait pas l'habitude d'appeler Hector par son prénom. Manifestement, il était bouleversé. Ces enfoirés, les de Larbin de Roosevelt, ils ont retardé jusqu'à la dernière minute l'envoi du train vers les quais. Les salopards, c'est comme s'il avait mis ces pauvres anciens combattants dans un avion pour les emmener au-dessus de l'Atlantique et les balancer à la flotte. Inculé, deux bureaucrates, un sénateur, deux mes neveux, une autoroute pour descendre à Key West s'envoyer en l'air et voilà 500 ouvrières tuées. Dis-moi, ça en valait la peine. Tu ne fais pas de politique, répliqua Hector. Ce n'est pas une question de politique, l'assaut. Un moment plus tard, ils arrivèrent en vue de Matecombe. La mer était encore agitée. Quand ils approchèrent du rivage, ils commencèrent à sentir l'odeur du cadavre. De nombreux morts flottaient dans l'eau autour de l'ambassadeur dévasté du petit port. H.O.M. à la barre essaya tout d'abord de zigzaguer entre les corps, mais il y en avait tellement à la surface de l'eau, la plupart sur le ventre gonflé comme les autres trop pleines, qu'il renonça et se dirigea vers un des rares pontons qui tenait encore debout. Finalement, Hector et Ernest cessèrent de tressaillir chaque fois qu'un cadavre heurtait la coque du bateau. Il était en nage, l'estomac vide, après avoir vomi à plusieurs reprises. Dans un premier temps, il s'était attaché devant la bouche de larges rubans de tissu découpés dans leur propre chemise et les avait aspergés de café, d'alcool et de toutes les autres substances odorantes qu'il avait trouvées. De ce qui pouvait chasser le pointeur des innombrables cadavres dispersés à travers l'île. Plus tard, quelqu'un leur avait offert des masques à gaz. Leurs gants étaient gluants du sang et de pluie, des corps qu'ils multipliaient. À la pestilence des chairs humains en décomposition s'ajoutait celle des grands oiseaux et des charognards qui auraient consommé les cadavres s'ils n'avaient eux-mêmes été abattus par les vents tueurs de l'ouragan. L'océan Atlantique avait submergé Matecombe. Pendant des heures, avant de se retirer, tous les arbres avaient été dépoulés de leur feuillage. Au milieu de l'île, on trouvait des cadavres de poulpes, de tarpons et de barracudas, des murènes entortillées sur elles-mêmes et les vestiges de maquereaux espagnols. Les crabes se régalaient. Certains morts avaient tellement enflé au soleil que les coutures de leurs salopettes de travail avaient craqué, mais la plupart des cadavres étaient nus depuis déjà longtemps. Depuis le passage de la tempête, lorsque les vents furieux les avaient dépoulés de leurs vêtements avant décrocher et de le guérandir de leur chair, les portions de corps qui étaient exposées jusqu'au haut. Certains évoquaient ces squelettes nettoyés et polis avec soin pour être exposés dans un musée. H.O.M. désigna les corps et de femmes suspendues à un arbre et dit « On dirait un truc de Bruegel et de Bosch. » Enfin, si Bruegel et Bosch avaient réellement connu l'enfer, les cadavres de ces femmes étaient tordus à travers des branches tellement enflées qu'ils faisaient 2 fois leur volume normaux. Les seins rouges et marbrés ressemblaient à des fruits trop mûrs
près d'exploser, et des nuées de mouches grouillaient entre les jambes. Il tenait le snack à l'entrée du port, ajouta H.O.M. Je les aimais bien. Vers 4 heures de l'après-midi, Hector trouva son premier cadavre d'enfant, sans doute la fille d'un ancien combattant qui avait amené sa famille dans l'écueil. Il s'éloigna à 4 pas de Petit Corps pour vomir une fois de plus, mais il n'avait plus rien. Pas même de la bile. Ernest lui agrippa l'épaule. Il avait retiré son gant. Viens, H.O.M., nous avons fait assez. Hector hocha la tête et se redressa sur les genoux. Il tendait sa main argentée pour l'aider à se mettre debout. Là, c'est trop. Oui. À qui ça, H.O.M., remettant les gants qu'il avait enlevés. C'est comme si tu disais, l'être au jour, certaines vérités sont trop crues pour servir les objectifs des auteurs de fiction. Mais j'ai quand même l'intention d'écrire sur cette histoire. En tant que journaliste, je fais fourrer ça profond dans la gueule de ce connard de président infirme. Hector fronça le sourcil. À quelques mètres d'eux, derrière un bouquet de pelletuviers, il venait d'apercevoir une cabane abritée sur 3 côtés par des monticules de sable. Le vent semblait avoir été guidé autour et au-dessous du petit édifice par ces barrières naturelles elles-mêmes créées par la tempête. Nous devrions jeter un clin d'œil là-dedans en cas où, dit H.O.M. qui avait suivi son renard et qu'il désigna le cadavre de la fillette. Peut-être qu'il venait de là, ou qu'il essayait de s'y réfugier. Oui, rogna Hector, c'est ce que je me disais, mais il se trompait, les scènes qu'il avait vues sur lui depuis leur arrivée étaient atroces. Insoutenable, mais la vision à laquelle se trouva refronté Hector dans la cabane était encore pire. D'une certaine façon, par la suite, il décréterait qu'elle était pire, oui, parce qu'elle ne résultait ni de quelque volonté de Dieu, ni d'un caprice de la nature. Une odeur atroce émanait de la cabane. Hector entendit les mouches bourdonner à l'intérieur avant même qu'il n'y pénètre. Il se plaça à côté de la porte brinque-ballante et le tira avec le talon de sa botte. 2 femmes se trouvaient à l'extérieur. La seconde femme était suspendue par les poignets avec une corde et une poutre de plafond de la cabane. Il avait apparemment les cheveux châtain clair. Son ventre avait été ouvert au niveau de nombril. De l'acquisition, le tueur avait fourré une douzaine de roses rouges, désormais fanées et noirâtres. Grimaçant, H.O.M. marmonna, c'est encore une allusion à une œuvre surréaliste, ce truc. Oui, un tableau de Salvador Dali. Les roses sanglantes, putain de merde. Hector frissonna et venait de poser les yeux sur les jambes marbrées de la femme entendit. Il fut à pas vers elle, la main gauche dans le nez, chassant la droite et voltigeait autour de lui. On s'arrête à la page 138 et on continuera dans un prochain vidéo.